François Bon, Lovecraft 1925, on est aujourd'hui le 14 février, un vendredi pour nous, un samedi pour eux, toujours une journée de décalage. On explore le petit calepin sur lequel Lovecraft note toujours très scrupuleusement des détails du rythme du quotidien, en partie pour l'utilité que ça a pour lui. C'est pas de le relire en tant que journal. Le journal, c'est ce qu'il rédige à partir de ça. C'est dans la rédaction qu'on fait vibrer, qu'on trouve les harmoniques, qu'on détaille les livres et se déplie là de ses propres petites notes logographiques. Eh bien, c'est dans les lettres probablement à Sonia, son épouse, mais ils vivent de façon séparée. La séparation sera effective ensuite dans 2 ans, même si la relation en tout aura quand même duré 8 ans. Cette correspondance-là est perdue, mais on a une grande part de la correspondance de ces lettres qu'il envoie chaque semaine à une de ses 2 tantes, Liliane ou Annie. De toute façon, toute correspondance dans ces années-là est toujours un geste de publication, en partie collective, c'est-à-dire que s'il écrit à Liliane, Liliane fera lire la lettre à Annie, ou réciproquement, on se renvoie les lettres des uns aux autres dans les correspondances des années précédentes de Lovecraft avec quelques amis comme James Morton ou Maurice Moe. Machine à écrire, on dactylographie avec 4 papiers carbone et on envoie directement le papier à 4 correspondants qui en feront autant. Donc ces questions-là de micro-niches, de micro-communautés et de parties non privées de la correspondance même intime, c'est des questions qui nous sont décisives quand on doit aborder ces objets extrêmement confus, souples, qui sont comme ces espèces de balles des enfants. Vous prenez un bout là, ça, le truc du statut de la publication privée ou pas, là, dans nos pratiques Internet, les messageries, les mails, ou directement les commentaires, les forums, etc. Pas de digression, t'as pas le droit, jamais, en tout cas dans la première minute d'une vidéo. En tout cas, c'est une fonction suffisamment complexe pour que ce petit carnet, moi ça m'avait frappé dès avant de pouvoir le toucher l'été 2015 là, à John Hay Library à Providence pendant 2 mois. C'est pas qu'il y ait eu à reprendre les transcriptions de S.T. Yoshi, bien entendu. Yoshi, c'est comment on le remerciera assez, jamais, cet homme-là. Quelquefois, ouais, on trouve des petits trucs, on dit ah non, là tiens, il a pas repensé à ce détail et tout ça, mais c'est pas ça, c'est comment la vie d'un auteur. Parce que pour moi, par exemple, qu'est-ce qui est très surprenant dans une approche comme H.P. Lovecraft et le destin maintenant extrêmement large, c'est que s'il s'agit de Flaubert, on sait travailler sur les manuscrits, on sait travailler sur les scénarios, on sait travailler sur les versions des histoires, on sait travailler avec la correspondance ou les correspondances croisées, ce que peuvent en dire les Goncourt ou Maupassant, etc. Et là, notre rapport maintenant à une œuvre, à l'invention littéraire, repensez à Edgar Poe et l'écriture de la composition là, de son poème sur le corbeau, une fiction rétrospective, mais on sait ce que l'approche génétique, évidemment, on l'a aussi développé énormément avec Marcel Proust, ce que l'expérience génétique du texte nous permet de cerner différemment l'auteur, de le cerner par l'intérieur, dans le geste même de son invention. Et là, nous, on a à tirer des cordes, tirer des fils, parce que c'est le présent de notre table de travail qu'on peut... Et ça, pour moi, là, ce carnet de 1925... Bien sûr, la transcription existait, disponible chez la série des Collected Essays, là, publiée chez Epoch Campus Press, idem pour le Commonplace Book. Commonplace Book.
1919-1934, un petit classeur. Moi j'avais ça, la transcription. Et tu arrives à la John Hay Library, on me donne dans le même carton, il y avait celui de 1925, il y avait un de 1927 avec une jolie tranche dorée comme celui-ci, plus petit format, mais que Lovecraft avait laissé vierge en 1927. Comme par hasard, c'était un cadeau de Sonia. Ça, on a la trace, on a la preuve. Mais en 1933, il s'en sert pour écrire, là, des compressions d'histoire. Et ainsi, par exemple, je résume 24 histoires d'Edgar Poe et 5 ou 6 d'Algernon Blackwood ou d'autres de Machen, d'Arthur Machen, et puis d'autres, il y en a 50 en tout. Dans ces compressions, je vais pouvoir retrouver l'idée, non pas la nouvelle, c'est pas le résumé, c'est pas pour m'en souvenir, non, c'est j'en aurais extorqué là, chimiquement, c'est le rouage de mystère, de suspense, d'intrigue, là, ce qui vous lie à la réminiscence, à la rémanence d'une histoire. Et si j'en saisis comme ça ce cristal, alors à ce moment-là, ce petit cristal, je peux le réutiliser dans mon histoire. Ça, c'est ce que j'ai appelé le carnet de 1933. Non, je ne l'ai pas là. Mais en tout cas, le PDF, la transcription, elle est là dans le dossier que les... Tous ceux qui me font le bonheur de s'inscrire connaissent parfaitement. Et puis, il y avait ce tout petit carnet que Lovecraft avait découpé lui-même. Il avait calligraphié la couverture, avait cousu ce calepin et écrit dessus « Commonplace Book ». Alors, il y en a qui disent le livre de raison, même dans cette infâme Pléiade, ils disent le livre de raison, comme si tout le monde connaissait ça. Non, Commonplace Book, c'est pas le journal, c'est ce que dès le XVIIe siècle, dans le monde anglophone, à Londres par exemple, c'est ce que à la maison, le cahier de grand-mère, hein, j'allais dire, là où tu gardes les recettes, là où tu gardes comment faire un emplâtre, comment faire un cataplasme, toutes les petites astuces là, de la maison. C'est ça, Commonplace Book. Moi, je n'ai jamais trouvé de vrais termes pour le traduire. Mais Lovecraft en tient un de 1919 à 1934, 15 ans. Et là, moi, ébahi, je le connaissais. Le Commonplace Book. Mais je découvre, là, comment ça saute à la figure. Ces notes qui viennent, soit de lecture, soit de gamberge, là, pendant qu'il marche. Il marche 20 km par jour à New York. Et à New York, il remplit énormément de petites cases du Commonplace Book. C'est la réserve de notation, la réserve de sujets, une réserve d'un carnet d'invention, il faudrait l'appeler. Et là, j'avais dans mon carton, moi qui venais juste là pour le 1925, finalement, j'avais ces 3 trucs et waouh! Et Commonplace Book, parce qu'ensuite, il en fait cadeau à cet adolescent là, qu'il est en relation, Bob Barlow. Barlow lui rend en échange du manuscrit une version dactylographiée. Et sur la version dactylographiée, un petit classeur avec des anneaux, Lovecraft continue et de rectifier les erreurs et de préciser dans quelle histoire il s'est servi de cette idée. Et puis, il continue d'en ajouter d'autres. Et là, tout d'un coup, vous voyez, ce travail sur la génétique. Comme là, pour moi, c'est vraiment ma justification à faire ce travail. Et alors, avec ça, même quand il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, toi, tu le tiens là comme une petite statuette anglaise, cet auteur. Alors, samedi 14, ordinateur, levé tard, out au Tiffany, ça tombe bien, ils sont déjà allés hier. Et vous savez, au Tiffany, c'est là où il y a un petit chat noir et blanc que Lovecraft adore, et le petit chat de Tiffany adore Lovecraft. Bon, le petit chat, j'en ferai pas mes choux blancs, mes choux gras ou mes choux noirs et blancs, mais en tout cas, très souvent dans les lettres, il parle de comment il va, le petit chat du Tiffany, et il remonte, et quoi? On lit. Et là, pour moi, ce lien aussi de lire et de l'écrire, du temps qu'on passe à lire, il faut pas l'oublier, ça. C'est pas un type, là, le reclus de Providence, là. Non. Lire, c'est une activité mentale essentielle. Et on peut décrypter l'acte de lire quand on bosse là, comme ça, dans la longueur, sur Lovecraft. Comme par hasard, George Kirk et Loveman, on les a trouvés hier, on les a trouvés avant-hier, on les a trouvés, etc. Et les voilà qui disent, alors, on se retrouve, quoi faire? L'autre jour, je vous ai eu, et alors, qui font, talk, on parle. Alors, vous allez me répondre la même chose? Ah non, aujourd'hui, c'est discuss.
nuance. Out Tiffany. Out Tiffany. Là, il a été prendre un petit déj, et quand ses copains arrivent, Out Tiffany again. Again, ça veut dire quoi? Out Tiffany again. Sunday Papers. Alors là, moi, j'ai eu tout d'un coup une catastrophe, tu vois. C'est-à-dire que moi, je vous ouvre le New York Times du jour. Hier, on a vu le New York Times du vendredi 13. Et là, on va voir quand même. Je suis coincé, moi. On va voir celui du 14. Eh ouais, mais comme c'est en fin d'après-midi, c'est quoi? C'est le supplément littéraire du dimanche, celui qu'on ne verra que demain. Alors je suis conscient, humbles excuses. On lit le journal, alors que Lovecraft, il est déjà à lire celui du lendemain. Ça fait rien, on va rester comme ça. Return, George Kirk retire. Donc allez, Kirk, tu remontes chez toi. Et là, par contre, il y avait cette notation HPL Read Peg Woffington till next day. Et je vous en avais parlé, Peg Woffington, 1720-1760, c'est une jeune femme, une dublinoise au départ, embauchée comme danseuse à 11 ans, achetée par une saltimbanque en gros à ses parents, une vie extrêmement pauvre, elle porte du cresson, elle ramasse du cresson dans les fontaines et porte le vendre aux gens, voilà, c'est à quoi elle emploie sa mère, et elle devient une des actrices principales, d'abord à Dublin, et puis ensuite à Londres, et puis quand ça se retournera, elle mourra à 40 ans dans la grande misère, évidemment. On les abandonne, ces femmes-là. Et le destin de cette Woffington va générer une suite considérable, au moins 6, au moins 8 biographies qui viennent. La première, c'est Charles Reade. C'est à peine 20 ans après la mort de cette Meg Woffington. Et vous savez qu'on avait parlé des Little Blue Books, et moi, quand Lovecraft était remonté chez lui pour lire la bio de Peg Woffington, la veille, ils étaient allés avec Kirk, évidemment, et un autre qui s'appelait Gibson, jusqu'à Yonkers, dans le haut de Manhattan, ils avaient exploré là un magasin d'occasion, et Lovecraft avait acheté tout un paquet de bouquins dont il nous donne évidemment le détail, beaucoup de livres d'ailleurs sur la Nouvelle-Angleterre. Et le lendemain, avec Loveman, vous savez qu'il y a eu cette annonce, ça aussi, vous regardez dans nos petites compiles, les Little Blue Books ont annoncé, avec leurs 694 titres, des petits bouquins comme des petits que sais-je, sur tous les domaines, que le prix allait passer de 5 cents historiques à 10 cents. Et donc, Lovecraft et Loveman vont faire provision de Little Blue Books. Alors moi, je me suis dit, bon, il a dû ramener un petit Little Blue Book sur Woffington, mais ça, t'as pas besoin dans ce cas-là de 2 pleines nuits. Alors, voyage dans mon petit PDF, j'ai retrouvé évidemment, parce que c'est celui qu'on trouve sur eBay le plus, 1884, donc c'est en 2 volumes, par un Joseph Fitzgerald Molloy, et là c'est la bio de référence la plus diffusée de Peg Woffington, et vous savez que pour Lovecraft c'est extrêmement important cette période là du roi George, cet ancrage de la langue du 18e, lui, c'est toujours là-dedans. Donc probablement, c'est pas Little Blue Books, mais c'est ça. Et quand ils vont dans les librairies, eux, c'est ça qu'ils cherchent. Ces bouquins que les bouquinistes, ils s'en fichent, parce que personne n'en veut. Ah ouais, mais eux, ils se les prennent. Et quand ça reprend de la valeur, ils les revendent. Alors dans le petit PDF, il n'y a pas grand-chose de plus à dire là sur ces 5 lignes, sinon que cette bio de Peg Woffington, vous voyez, ça l'a occupé quand même 2 pleines nuits. Et j'ai repris un fait divers du Times. On est dans le Bronx, et il y a 3 types qui se préparent visiblement à faire un mauvais coup. On est au coin de la Vise Avenue et de la 137e rue. 167e rue, et 2 policiers, un qui s'appelle Hagan et un autre qui s'appelle Michael Agney, officer et détective, ont repéré les gars et tout simplement ils leur tombent dessus. Et il y en a un qui a une matraque, et le Hagan se précipite pour attraper la matraque. Le bandit sort un revolver
et tire délibérément 3 coups de feu en plein ventre de ce Hagan. Hagan est un type qui a 40 ans, qui a une petite fille de 6 ans. Voilà, on est dans la banalité même de la violence quotidienne à New York, aggravée évidemment par le Bronx. Ouais, sauf que les 3 types sont noirs. Donc, dans le New York Times, c'est surveillé des Negroes. Une matraque tomba de la poche d'un des Negroes. Il se pencha pour la ramasser comme il le faisait le Negro qu'il avait laissé tomber. Et cette question-là de pister comment une époque... Et attention, nous, par exemple, dans les proches là, de la bande Lovecraft, il y a James Morton, qu'on va voir intervenir d'ailleurs de plus en plus là, dans ces croisements, maintenant nommé directeur d'un musée à 1 heure de New York, à Patterson. Patterson, tiens, ça vous dit quelque chose? Patterson? Ah ouais, Patterson. Morton sera un des premiers à tenter de commencer à renverser la vapeur sur la question de la reconnaissance des droits des Noirs. Et là, on n'en est pas là dans l'ensemble d'une société. Simplement, après, quand la vapeur se renverse, tous ces bons messieurs intellos, ils effacent les traces. Lovecraft, lui, non. Là, dans ses lettres, par exemple, moi, c'est des cas de conscience à chaque fois que j'en publie là, des petits bouts. Mais ce qui, là, de toute façon, est inqualifiable. Et inqualifiable dès son époque, dès son moment. Et comment ça se traduit dans cette société blanche bon teint que représente le New York Times. Alors là, j'ai fait un truc aussi. Je fais pas à chaque fois, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire, j'ai cherché des photos de ces lieux, j'en ai pas trouvé. Par contre, là, le coin de Vise et de la 167e, aujourd'hui, ça ressemble à ça. Il y a une vieille boutique. Alors évidemment, les rues ont dû être modifiées. Les immeubles, je pense que c'était ceux déjà de 1925 ou pas, j'en sais rien. En tout cas, ici, par exemple, c'est là où on arrête un des types qui s'enfuit, celui qui a tiré les coups de revolver, on l'a pas retrouvé. Mais un des autres, qui est blessé à la jambe, lui, on a pu le choper, et là où il habitait, c'est devenu maintenant l'énorme échangeur. C'est donc à Manhattan, à Harlem, et au bout de Harlem, on repasse un pont, et là, on est dans le Bronx. Et là, à côté, vous avez la prison de Rikers, là, et tout ça. Et bien, là, dans le type, où est-ce qu'il habitait? Dans des pauvres logements, et là, justement, maintenant, où il n'y a plus que l'échangeur. Alors, qu'est-ce que cette photo nous dit? Rien. Mais c'est exactement l'adresse là de 1787 Third Avenue où on était pêché le type. Et par contre là j'ai pris aussi, parce que le Times nous donne l'adresse des 2 policiers. Ce Hagan, là, père d'une petite fille qui a été tuée. Eh bien voilà la maison qu'il habite. Oui, ces petites ruelles, ces passages, ces escaliers. Et l'autre policier, Hagley, celui qui a tiré, qui est détective, voilà, lui, où il habitait. Est-ce que ces maisons existaient? Est-ce que c'était les mêmes? Est-ce que c'est pas les mêmes? Mais voilà, bon... De temps en temps, on change nos protocoles d'approche. Alors maintenant, New York Times, on y va très vite si vous voulez bien. Dans le PDF, j'ai quand même retrouvé 3 photos là, du Bronx, là vraiment 1925, mais bon, on voit pas grand-chose. Qu'est-ce que j'ai repris dans le New York Times, puisque demain on ira voir le supplément littéraire plus en détail, puisque Lovecraft nous dit que ce soir-là, au Tiffany, avec le petit chat noir et blanc sur les genoux, c'est ce qu'il a lu, le supplément littéraire du Times. Les sauveteurs ne sont plus qu'à 2 mètres ou 3 mètres de Floyd Collins. Les 200 morts de la Roure, on n'en parle plus. Mais là... 3 des ouvriers foreurs, 3 mineurs ont réussi à rentrer dans le boyau originel, là où Collins a eu son accident, et à faire la jonction avec le nouveau tunnel. Il s'agit d'agrandir, et ils sont là donc à 18 mètres sous terre, et il s'agit de tout solidifier. On va faire une petite galerie transversale, mais on n'est plus qu'à quelques dizaines de centimètres de Collins, et on l'a entendu, gasp, on a entendu un
Ok, c'est tout ce qu'on a pu entendre, mais on sait qu'il est vivant. Voilà, on est juste maintenant à moins de 2-3 mètres d'où est Collins, à 5 heures du matin, à New York. Et c'est pour ça que vous voyez, ces policiers là, dont on vient de voir Hagan et Egley, là, on en a convoqué 5000 à 5 heures du mat. Pourquoi faire ? Dans tous les carrefours, dans toutes les avenues, 5000 policiers ensemble vont contrôler tous les taxis qui leur passeront sous le nez. On les fouille, pourquoi ? Parce que la plupart sont armés. Et qu'il y a trop souvent des trucs où c'est le chauffeur de taxi qui braque. Donc, deuxième chose, il y a une partie d'alcool. C'est-à-dire le trafic, on est dans pleine prohibition. Eh ben, où est-ce qu'on trouve de l'alcool à New York ? Ben, le taxi vous la revend au loose day. Donc dans le fond des taxis sous les sièges, il y a bien quelques trucs de gnôle frelatés, et puis il faut voir si la licence est en règle, ça c'est le prétexte. Alors ils vont en arrêter 40, donc 5000 policiers pour arrêter 40 taxis dont la licence n'était pas en règle. Franchement ça valait pas. Ah ouais, mais parce que même en mettant 5000 et en alertant tout le monde, tu parles que biou 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 biou, le bruit se répand, et que 20 minutes après, tous ceux qui ont des choses à cacher, ils ne sont pas à traîner dans les rues. Voilà, on se la fait bref aujourd'hui, mais quand même dit des choses là. C'est cette question-là de l'approche génétique des textes, et en quoi, là, ce petit carnet de Howard Phillips Lovecraft, c'est pas la question du quotidien qui compte, c'est la question du comment, quand, avec quoi on travaille, et comment ce détachement par lequel le corps peut-être reste englué, mais quelque chose devant, peut-être simplement la main qui écrit, elle rejoint un autre continent qui est celui de la littérature, ses rêves, ses fantasmes, ses peurs, mais en tout cas la langue. Ce lien avec l'époque, évidemment, il ne s'agit pas de le nier, il ne s'agit pas de le surévaluer, mais il s'agit de poser la relation qu'ils entretiennent, y compris par le fait de tout ce qu'il y a de techniques technologiques chez Howard Phillips Lovecraft. Dans Montagne de la Folie, il y a des communications radio, il y a des avions. Et quand le monstre à la fin surgit là dans les souterrains là, est-ce que la Terre est creuse ? En Antarctique, en tout cas, il y en a qui continuent de le croire. Eh bien, quand tout d'un coup, la figure de l'horreur paraît, le bruit, comment on le qualifie ? Est-ce qu'on le voit ? Et ça, pour moi, c'est une question vraiment importante, tant il y a de magnifiques créations graphiques de l'univers de Lovecraft. J'ai même contribué à une. Tenez, je vais vous la montrer. Hop là ! Avec Romuald Julivo et Jakub Rebelka, qui lui vit en Pologne, à la frontière ukrainienne. J'ai eu la chance de faire une petite postface. Donc oui, je suis conscient de l'importance de ces créations graphiques de Lovecraft. N'empêche que dans Montagne de la Folie, quand on arrive dans ce summum là de surgissement du monstre, il nous dit quoi ? Il nous dit juste le bruit que ça fait. Ça fait le même bruit que le métro de Boston quand il arrive à toute vitesse pour s'arrêter sur le quai. Et c'est pour ça qu'on fait ce travail-là ensemble aujourd'hui. Si vous n'êtes pas inscrit encore, évidemment, vous nous rejoignez jusqu'au 6 janvier 1926-2026. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir les petits PDF et les compiles et puis les dossiers et puis tout ça. Ciao, à demain.